Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation donc de data pipeline et d'orchestration avec Cloud Workflow. Alors, je suis Guillaume Blaquière. Tout d'abord, je suis Guillaume Blaquière. Je suis Go Developer Expert et je suis aussi Data Architect chez Accenture depuis le début de la semaine, donc c'est tout nouveau. On va parler d'orchestration, mais on va surtout parler d'event driven, parce que c'est assez à la mode en ce moment de parler d'event driven. Qu'est-ce que c'est? En fait, beaucoup, enfin même tous les cloud providers font de l'event driven. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Les données sont traitées dès qu'elles arrivent. On n'a pas toutes les stocker dans un gros fichier batch et à la fin lancer un gros cluster, qui est un cluster Hadoop, qui va traiter toutes les données. Il va y avoir du délai dans les traitements, il va y avoir des reprises à faire sur le gros volume de données. Bref, Event Driven, on a connu de données unitaires que l'on traite au fil de l'eau. Ça donne de la fluidité, ça donne du temps réel, et tout le monde préfère ces pipelines-là. Donc Google Cloud ne fait pas exception à la règle. Et pour vous le présenter, je vais simplement prendre la doc officielle. Donc vous pouvez trouver ici, et en fait vous allez trouver un Google Docs, même un Google Slide, qui va vous présenter donc différentes choses. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce Google Slide? Vous allez avoir donc toutes les icônes de Google, et surtout quand on descend, on a des schémas types. Et typiquement, slide 69, on a un beau schéma d'event driven où on a d'un côté des IoT. Ensuite, on a une gateway qui va récupérer les messages de ces IoT. Le cas du chez Veolia, sur des gateways, ensuite les gateways envoyaient les données sur le cloud et on les traitait. Donc, le schéma, bon, c'est envoyé sur du PubSub, et donc voilà, donc on a des éléments qui arrivent dans PubSub, traités par Dataflow. Donc Dataflow, qu'est-ce que c'est? C'est déjà PubSub, qu'est-ce que c'est? PubSub, c'est une queue de messages. Donc on a un publisher qui va publier un message et on a des subscribers qui vont souscrire à cette queue de messages. Et le cluster de machines qui est basé sur Apache Beam, qui va faire de la transformation de données. Et une fois que les données sont transformées, elles vont être stockées à un endroit. Donc dans ClusterEdge, dans Datastore, dans Bigtable, dans BigQuery, où on souhaite, on stocke les données à un endroit. Et ensuite, on peut aussi la retraiter encore avec du Dataflow, avec du BigQuery, avec du Dataproc. Dataproc, c'est du Hadoop managé, voire faire de l'extraction de données avec Datalab, ou des Jupyter Notebook, ou ce que l'on veut. Bref, la donnée, mais différemment. Et à la fin, on va la présenter de manière finale. Donc, soit dans du web avec App Engine, soit dans des machines, dans des services qu'on déploie sur du Compute Engine, sur de la VM, soit alors sur un cluster de machines, donc sur du Kubernetes avec Kubernetes Engine. Bref, la donnée rentre de mes deux côtés, elle est processée de manière un petit peu magique, elle est stockée et exploitée. On a d'autres schémas qui suivent un petit peu ce même process dans les slides qui suivent. Donc typiquement, là, on a d'un côté la donnée qui est stockée, et de l'autre côté, on a la partie processing. Et les données, en fonction des événements, vont partir d'un côté ou de l'autre, vont être traitées, transformées et stockées dans différents formats, dans différents services. Ou encore ici, où on va avoir vraiment le côté, toute la puissance de Dataflow, qui peut traiter aussi bien des fichiers batch que des fichiers en streaming, enfin que du streaming. Faire la même transformation, stocker les données quelque part, dans du BigQuery, dans du storage ou autre, et ensuite pouvoir l'exploiter avec des événements qui vont partir dans tous les sens. Donc on voit bien les flèches avec les événements qui vont d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qui se passe. En suivant ce diagramme-là, en fait, je vais reprendre mon contexte et mon cas d'usage que j'avais chez Veolia, et je vais vous le présenter. Alors je crois d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui est ici. Peut-être que vous avez ça chez vous. Ah mince, mais j'ai pas ma caméra. Attendez, je vous montre ma caméra, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, donc vous avez peut-être ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un compteur, donc là c'est un compteur d'eau en laiton, et dessus il y a ce qu'on appelle une tête communicante. Donc ça c'est une tête communicante Home Rider, donc c'est maintenant c'est Bird, c'est une filiale de Veolia qui fait ça. Et Veolia a 3 millions, excusez-moi, 3 millions de compteurs, au moins 3 millions de compteurs déployés.
Et donc, quel est le principe? C'est-à-dire qu'on a des compteurs d'eau qui sont déployés sur le terrain et on a des gateways qui vont capter les messages qu'envoient ces devices IoT. Ces gateways vont envoyer des fichiers une fois toutes les heures sur Cloud Storage. Alors, une fois toutes les heures, les gateways sont configurés comme ça pour les renvoyer toutes les heures. Dès que le fichier arrive, il y a toute une liste de messages qui sont dans le fichier et il faut traiter ce fichier. Donc là, c'est du batch. On n'est pas sur du temps réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces compteurs il y a des piles, puisqu'on ne peut pas arriver une prise électrique près d'un compteur d'eau. Bon, ça paraît assez évident, mais malgré tout, il faut le rappeler. Et donc, ces modules sont designés pour durer entre 10 et 15 ans, et donc forcément, ils envoient très peu de données, que 2 fois par jour. Mais malgré tout, comme il y a beaucoup de capteurs, il peut y avoir 10 000, 100 000 capteurs captés par une seule gateway, ça fait beaucoup de messages à remettre au même moment. Donc les messages sont petits, ils font 100 octets, voilà, 100 octets, donc c'est vraiment tout petit, mais c'est du texte qui est compressé, c'est même du binaire, hein, en fait, c'est du texte qui est compressé, donc il va falloir décrypter le message, le décoder et l'enrichir avant de le stocker dans BigQuery. Donc ça, c'est ce que va faire Dataflow. Donc toutes les heures, le fichier arrive, on lance un Dataflow et les données sont stockées dans BigQuery. Deuxième étape, donc on a des données brutes qui sont stockées dans BigQuery. Le problème, c'est que BigQuery n'est pas fait pour afficher les données dans un site web. Pourquoi? Parce que BigQuery, c'est fait pour du data warehouse, c'est fait pour stocker un gros volume de données, c'est fait pour de l'analytics. Et le problème, c'est que lorsque vous voulez faire du processing des données qui sont stockées dans BigQuery, vous devez réserver des machines, ce qu'on appelle des slots sur BigQuery, et ça prend entre 500 millisecondes et 1 seconde avant de commencer à traiter les données, donc avant de traiter votre requête. Donc si vous êtes sur votre interface web, vous devez au moins attendre entre une demi-seconde et 1 seconde entre le clic et le moment où la requête démarre pour vous rendre les données, ce qui est horriblement long quand on fait du web. Et donc c'est pour ça que les données, on va extraire uniquement les données qui sont nécessaires et les mettre dans une base de données, ce qu'on appelle low latency, donc sur Cloud SQL. Donc Cloud SQL, c'est un service managé de Google Cloud qui manage des bases de données plus traditionnelles, comme du MySQL, du PostgreSQL, du Microsoft SQL Server. Donc ça permet de répondre en une dizaine, une vingtaine de millisecondes. Quand on fait juste un clic pour récupérer une donnée, et bien en 20 millisecondes, on a la réponse, alors qu'avec BigQuery, il faut attendre plusieurs millisecondes, plusieurs centaines de millisecondes. Donc l'idée est de dire, on va prendre un extract de BigQuery, on va le stocker dans Cloud SQL lorsque Dataflow est fini. De la même manière, lorsqu'on traite un gros volume de données, donc ces compteurs d'eau envoient un index de consommation d'eau toutes les heures, enfin, par heure. Donc en fait, il va falloir, si on veut la consommation à la journée, il va falloir faire des agrégats à la journée, des agrégats à la semaine, des agrégats au mois, notamment pour la facturation. Et aussi, quand on travaille avec de l'eau, on a en fait des compteurs d'eau qui sont par ce qu'on appelle par secteur hydraulique. Et donc, les secteurs hydrauliques, c'est quoi? C'est qu'il y a différents voisins, il y a différents voisinages. Donc, il y a tout un secteur où il y a une grosse arrivée d'eau, une grosse vente d'eau qui arrive. Et on veut grouper les compteurs d'eau par secteur hydraulique pour savoir s'il y a des pertes en eau, savoir s'il y a des fuites, savoir s'il y a des choses comme ça. Donc là aussi, on fait des agrégats par secteur hydraulique. Et forcément, ces agrégats, on ne va pas les laisser dans BigQuery. On va les calculer dans BigQuery, aussi les stocker dans Cloud SQL pour les mettre à disposition de nos clients. Et des utilisateurs plutôt. Et enfin, la dernière chose, c'est que les données, on va les servir sur un site web qui est hébergé sur AppNG. Donc ici, on a vraiment de l'event driven parce qu'on a un fichier qui arrive dans Cloud Storage qui va déclencher un Dataflow. Quand le Dataflow est fini, il faut qu'on extrait les données qu'on met dans Cloud. Il faut que l'on calcule des agrégats qu'on met aussi dans Cloud SQL. Et quand tout est fait, les données sont présentes sur le site web. Donc, c'est moi. C'est très bien. J'étais architecte sur le projet, donc voilà. Et puis, c'est mon métier de faire des beaux schémas. Et ça marche assez magiquement. On met une flèche et hop, et automatiquement, l'événement passe d'un côté à l'autre. Et puis, c'est assez magique. Donc ça, c'est très bien. C'est un très beau schéma. Mais après, il faut l'implémenter. Alors, pour l'implémenter sur Google Cloud, on va voir qu'est-ce qu'il faut sur Google Cloud pour implémenter de l'event driven et faire justement que la chaîne avec une flèche magique qui représente un événement s'active et active bien ce que l'on veut faire. Il faut voir déjà qu'est-ce qui existe comme composant. Alors, l'event driven, qu'est-ce que c'est? Un événement, c'est
généré par un producer, donc un producteur d'événements, il y a des consommateurs d'événements. Et entre les deux, on a un médium qui va permettre de transférer l'événement du producteur au consommateur, et le plus souvent, on va utiliser un bus de messages. Et sur Google Cloud, ça va être PubSub qui sera utilisé pour ce bus de messages. Donc d'abord, on va voir le côté producteur d'événements, et on a des producteurs qui sont jolis. Vous verrez pourquoi après on a des producteurs qui sont moins jolis. Et on a typiquement des éléments natifs à la plateforme, notamment Legacy, où on a du Firestore, on a du Cloud Storage qui va d'émettre des éléments de manière native. Et après, on a tous les autres produits qui peuvent s'interfacer nativement avec PubSub. Donc là, on en a 8 au total. On a par exemple Cloud Storage, donc dès qu'on a un événement qui arrive sur Cloud Storage, on a un événement natif qui est envoyé, mais on peut aussi dire que Cloud Storage publie un message dans PubSub pour informer d'un nouveau fichier ou de suppression d'un fichier dans Cloud Storage. Sur BigQuery, on a des schedule queries, et en fait, à chaque schedule, donc c'est des queries que l'on programme pour qu'elles soient exécutées à certaines heures, et pour connaître le résultat de l'exécution, on a un message qui est publié dans PubSub pour dire la query elle est OK ou elle est KO. Pareil sur Cloud Build, on a des builds qui sont exécutés, donc c'est comme une CI/CD en fait, une CI/CD sur le cloud, et savoir si le build a fonctionné ou pas, ben pareil, on a un message qui est publié dans PubSub. Security Command Center qui permet de surveiller votre application par rapport à des anomalies qu'il pourrait y avoir, des anomalies de sécurité. S'il y a un findings, si une anomalie qui est trouvée, pareil, le message peut être publié dans PubSub. Cloud Scheduler, lorsqu'il y a un événement, donc c'est un cron qui est managé, ça peut appeler directement une API en HTTPS, mais ça peut aussi publier un message dans PubSub. Ensuite, ça vit sa vie. Secret Manager, lorsqu'un nouveau secret est créé, donc une nouvelle version de secret est créée, une information est aussi publiée dans PubSub. Avec Cloud Billing, c'est lorsque votre billing est au-dessus d'un certain seuil, vous avez un message. Et avec Cloud Alerting, vous pouvez mettre des alertes sur votre projet. Et si l'alerte est déclenchée, vous pouvez recevoir un email, par exemple, mais aussi publier un message dans PubSub pour réagir de manière automatique à certains événements, à certaines alertes, si vous voulez automatiser certaines actions. Donc ça, c'est un produit qui s'intègre nativement avec PubSub. Et si vous voyez, il y a 8 produits qui s'intègrent nativement avec PubSub. Et bien que Google ne soit pas le plus gros cloud qui existe, vous pensez bien qu'il y a plus que 8 produits sur Google Cloud. Et donc, il nous manque des choses ici. Donc, il nous manque des choses, et en fait, ce que l'on va faire, c'est on va tricher. Et pour tricher, on va utiliser Cloud Logging. Et il y a une feature qu'on appelle les syncs qui permettent de router les logs. Donc les logs, on peut donc les écrire dans Cloud Logging nativement, mais aussi on peut les router ailleurs. Et ce ailleurs, c'est 3 destinations. Ça va être soit dans Cloud Storage, soit les logs vont être écrits dans PubSub, soit les logs vont être écrits dans BigQuery. Donc vous avez une table dans BigQuery, vous ajoutez une ligne. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, il y a une nouvelle ligne qui est écrite dans BigQuery. Et l'idée, en fait, ça va être de dire, on va faire un hack, on va se dire qu'on va faire un filtre que l'on veut sur Cloud Logging, et en fonction de ce filtre, si le filtre il match, à ce moment-là, on va envoyer un message dans PubSub, et de cette manière, quel que soit l'événement qui se passe, un événement système ou une log de l'application, on va pouvoir le capter dans Cloud Logging et faire un sync dans PubSub et avoir un événement qui est généré de cette manière-là. Alors par rapport à ça, je voudrais juste faire un petit focus sur EventArc, puisqu'EventArc, en fait, c'est une façon aussi de générer des événements ou de gérer des événements sur Google Cloud. Alors, le produit est assez nouveau, il a moins d'1 an. Et en fait, aujourd'hui, EventArc, qu'est-ce que c'est? Ça fait en une seule ligne de commande ce que je viens de vous présenter avec les syncs dans Cloud Logging. Ça veut dire qu'automatiquement, ça va créer un sync dans Cloud Logging, créer un topic PubSub, créer une souscription à PubSub, parce que dans PubSub, vous avez une partie topic où vous publiez les messages, une partie souscription où vous allez pousser les messages à un consommateur. Et en fait, cette chaîne elle est faite de manière automatique avec EventArc. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, EventArc ne peut que pousser des événements vers Cloud Run.
Alors je dis bien pour l'instant, puisqu'il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui sont en test, il y a un alpha pour l'instant, je ne trahirai aucun secret si je vous dis que EventArc va pouvoir appeler aussi des CloudFunctions functions et voire même déclencher des workflows. C'est un peu plus tard. Donc là, on est sur la partie producteur d'événements, maintenant la partie consommateur. Alors juste, je vais vous mettre ma caméra parce que je m'aperçois que je fais des grands gestes chez moi, mais en fait, vous ne me voyez pas. Donc, je vais juste activer ma caméra. Voilà. Alors la partie consommateur, on a plusieurs choses pour les consommateurs. Déjà, on a, comme on avait des producteurs cloud native, on va avoir des consommateurs cloud native, en tout cas natifs par rapport à Google Cloud. Et donc, ces événements qui sont plutôt legacy, Cloud Storage et Firestore ou Datastore, peuvent être captés que par les Cloud Functions. Donc, il faut créer des Cloud Functions pour capter nativement les événements Cloud Storage et Firestore, Datastore. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Je pense que maintenant, bon, ça c'est plutôt le côté legacy. Maintenant, tout va passer par du PubSub ou par du EventArc. Donc ça, c'est vraiment pour le côté historique. Et ensuite, il va y avoir plutôt tout ce qui est HTTP Events. Il faut savoir que sur Google Cloud, tout est API. Quoi vous fassiez, vous appelez une API d'un produit, une API d'un service. Et avec PubSub, vous allez pouvoir créer une push subscription. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est créer un webhook. C'est-à-dire que sur un message que vous avez dans un topic PubSub, vous allez créer un webhook qui va appeler une API en HTTPS. Et cette API, ça peut être du Cloud Run, ça peut être du App Engine, ça peut être du Cloud Function. Ça peut être un service que vous hébergez sur une VM, Compute Engine, ou sur un cluster, Kubernetes, avec GKE. Vous pouvez aussi directement appeler un Cloud Build. Donc, sur un événement, hop, vous déclenchez un Cloud Build de manière automatique avec un push HTTP. Et vous avez aussi d'autres produits qui peuvent directement faire des appels HTTPS, typiquement comme Cloud Task, qui va appeler une tâche HTTP, et Cloud Scheduler qui va aussi faire un appel API en HTTPS. Et comme c'est du HTTPS, là je parle de produits Google Cloud, mais ça va être aussi des API externes. Vous pouvez très bien appeler quelque chose qui est sur du on-prem, sur du AWS, sur du Azure, sur du Alibaba, où vous voulez. À partir du moment où l'API est accessible publiquement, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Et donc, c'est comme ça qu'on consomme des événements, c'est-à-dire que cet événement est poussé vers un service qui va le consommer. Donc maintenant que l'on sait ça, on va revenir sur notre use case avec ce que je vous ai présenté, qui était très bien, très simpliste et très minimaliste, pour arriver à faire un événement de je reçois des fichiers sur Cloud Storage et j'ai des données dans Cloud SQL qui sont servies sur un site web. Et on va voir comment est-ce qu'on l'implémente dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, c'est pas si facile. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'événement qui va directement de Cloud Storage à Dataflow. Donc la flèche, elle est très jolie, mais en fait, l'événement n'est pas natif. Il faut faire quelque chose pour déclencher un Dataflow sur quelque chose qui arrive dans Cloud Storage. Et pour ça, en fait, il va falloir capter l'événement du fichier qui arrive. Et cet événement, on peut le capter par exemple avec une Cloud Function. On pourrait le capter avec autre chose. Bon, on va une Cloud Function pour simplifier. Une Cloud Function, et cette Cloud Function va pouvoir déclencher un Dataflow. Alors, c'est pas un Dataflow brut comme ça, il faut faire un template de Dataflow pour justement ensuite le déclencher. Bon, c'est juste un détail, mais malgré tout, il faut connaître ce détail-là pour le faire. Donc voilà, donc on a une Cloud Function à écrire pour lier les deux produits. Donc on lance le Dataflow tourne et va mettre des données dans BigQuery. Donc étape numéro 2, c'est j'ai les Dataflow qui s'est terminé et je veux prendre les données qui sont dans BigQuery et les mettre dans Cloud SQL. Donc cette étape numéro 2, on va devoir capter la fin d'un Dataflow. Mais sauf que là aussi, il n'y a pas d'événement de j'ai fini un Dataflow. Donc pour ça, il va falloir faire un hack. Donc qu'est-ce que c'est que le hack? Ça veut dire je vais écouter les logs dans Cloud Logging et dire dès que je détecte que mon Dataflow est fini, attention, dès que je détecte qu'un Dataflow est fini dans mon projet, peut-être que le Dataflow aura un nom particulier, mais en tout cas, c'est celui-là ou un qui s'est exécuté 1 heure avant ou 1 heure après, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est un Dataflow qui a ce pattern dans Cloud Logging. Je capte cet événement que je publie dans PubSub. Et dans PubSub, on va y mettre par exemple une Cloud Function qui va faire quoi? Qui va dire BigQuery, je veux que tu fasses une requête, que tu m'extrais donc toutes les données
par exemple, de compteurs bruts, donc les données de compteurs de la dernière semaine ou de la dernière journée. Et donc, sur ces 3 millions de compteurs, par exemple, je veux que tu me les extractes vers Class Storage. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de données pour que ça tienne la mémoire. On est quand même sur du big data, donc forcément, on a trop de données pour que ça tienne dans la mémoire d'une class function. Donc, c'est simplement BigQuery qui exporte les données vers Class Storage. Et une fois que ça c'est fait, la class function va dire et CladeSQL va récupérer les données qui sont dans class storage, charge-les, fait un import dans une table et charge-les pour les mettre à disposition du site web. Donc là, cette étape, elle n'est pas si facile. Il y a plein de choses qui s'enchaînent les unes avec les autres et on a de quoi suivre un petit peu. L'étape numéro 3, c'est calculer des agrégats. Et donc cette fois-ci, comme les fichiers arrivent toutes les heures, le dataflow prend à peu près 15 minutes. On a dit, on va plutôt faire toutes les heures plus 20 minutes, on va déclencher une schedule queries, donc sur un cron. Et on va calculer une schedule queries. Et ce qui est bien avec ce type d'événement, c'est que à la fin de la schedule queries, on a un message pub-sub qui arrive. Et donc, on peut récupérer les agrégats dans Cloud Function et les mettre directement dans Cloud SQL. Alors, cette fois-ci, on n'est pas passé par du Cloud Storage, parce que comme ce sont des agrégats, on a un volume de données qui est beaucoup moindre, donc ça pouvait tenir dans une Cloud Function. Donc, on a récupéré les données directement dans la Cloud Function et on a fait une insert directement dans Cloud SQL. Problème aussi avec ce design, ça veut dire que si le dataflow ne prend pas 15 minutes, il prend 25 minutes parce qu'il y avait des problèmes, parce que dans la vraie vie, les problèmes, ça peut arriver. Typiquement, il y a une gateway qui n'a pas communiqué pendant 2 jours parce qu'il y avait un problème de réseau, il y avait un problème sur la 3G, il y avait un problème où on veut. Donc finalement, les fichiers se sont accumulés. Donc on a eu un gros fichier, au lieu d'avoir un fichier qui est standard. Le dataflow a pris 25 minutes et pas 15 minutes comme d'habitude. Et donc la requête d'agrégation s'est lancée trop tôt, donc les agrégats sont incomplets. Donc ça met un peu la brouille. Bon, ça c'est juste un détail, mais malgré tout, on a eu quelques problématiques avec ça. Dernière étape, étape numéro 4, les données sont servies sur App Engine, donc là il n'y a pas d'événement, là c'est classique. Donc quand on compare le schéma qui était initial, event driven, magique, on met une flèche et ça se déclenche, c'est facile. Quand on l'implémente, la réalité elle est un peu plus compliquée et forcément il faut être un petit peu agile et expert ou ninja sur Google Cloud pour arriver à faire ce genre d'implémentation quand on voit le schéma initial. Et quand on voit ce schéma-là, moi, la première impression que j'ai, c'est que c'est un peu bordel. C'est même beaucoup de bordel parce qu'en fait, ça communique un peu dans tous les sens, c'est des produits un peu partout. Et surtout, on a des difficultés à suivre ce qui se passe. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça s'arrête? À quel endroit est-ce qu'on est dans le process? Le monitorer, c'est compliqué puisqu'on a des éléments qui partent un peu dans tous les sens. C'est un petit peu un sac de spaghettis. Ça marche tout seul de manière ad hoc. Et par contre, pour le monitorer, c'est difficile. Quand on a des erreurs, à quel moment elles s'est produite? Et surtout, à quel moment est-ce qu'on réinjecte pour que le système reprenne avec l'état dans lequel on veut qu'il soit au moment où on a eu cette erreur? Là, ça commence à devenir un peu tricky. Et surtout, typiquement, là, on avait un fichier qui arrivait. Et quand est-ce qu'on sait que le fichier est totalement traité et que toutes les données se retrouvent dans le Cloud SQL à la fin? Quand est-ce qu'on peut dire à nos utilisateurs, c'est bon, vous pouvez aller voir dans tel fichier, on a ce qu'il faut, pas de problème. Difficile de dire parce qu'on n'a pas une vue, on ne peut pas monitorer la transaction au global. De la même manière, quand on a des nouveaux arrivants sur un projet, on leur dit, voilà, le traitement, c'est ça. Et quand on va voir dans le code, entre ce qu'on voit dans le schéma, le premier schéma que j'ai montré, et l'implémentation qui en est faite, c'est difficile de savoir exactement ce qui est fait, à quel endroit, quelle brique sert à quoi. C'est pas très clair et les nouveaux arrivants, en général, sont un peu perdus, même beaucoup perdus, pour comprendre vraiment le système dans sa globalité. Difficile de faire une petite feature pour un nouveau dans un système aussi complexe. Et puis ensuite, si vous avez regardé dans le schéma que je vous ai présenté, il y avait 3 Cloud Functions. Donc lorsque vous avez des mises à jour, s'il y a une Cloud Function qui est un échec, est-ce que je dois faire un rollback de toutes les Cloud Functions précédentes? Quand je les mets à jour, je les mets toutes à jour au même moment. S'il y a un job qui est en train de tourner, est-ce que la Cloud Function
que je mets à jour ne va pas casser le job qui est en train de tourner? Bref, la consistance des transactions et des process sont à surveiller, et c'est pas si facile. Et de la même manière, pour faire des tests et surtout assurer la non-régression d'une version à l'autre, les tests d'intégration sont assez compliqués à mettre en place parce que les événements, justement, sont envoyés un peu dans tous les sens, un peu de manière assez magique et surtout non contrôlée, non maîtrisée. Et c'est pour ça que je dis que c'est le bordel, parce que c'est vraiment difficile à suivre et à comprendre. Et le but est donc de mettre de l'ordre dans ce bordel. Et pour mettre de l'ordre, il faut mettre quelqu'un qui est un chef, typiquement un chef d'orchestre, et c'est le rôle de Cloud Workflow, d'être un orchestrateur de ces événements qui vont être un peu dans tous les sens, et de mettre de l'ordre et de mettre du rythme, de cadencer ce qui se passe. Donc ça va permettre d'orchestrer les tâches avec des services GCP, mais aussi des API, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, tout est API chez Google, donc finalement orchestrer des services GCP, c'est orchestrer des appels GCP, des appels API à l'intérieur de GCP, et comme ces appels API, on peut aussi faire des appels API à l'extérieur de GCP si nécessaire. Ce qui est intéressant dans ce service, c'est que c'est serverless, ça scale automatiquement en fonction du nombre d'étapes que vous avez, et surtout, vous n'avez pas d'infrastructure à gérer. Pas de choses à installer, pas de choses à upgrader, pas de patch à faire. Ça marche tout seul, c'est du serverless. Et comme c'est du serverless et que vous n'installez pas de machine, vous payez en fonction de la quantité de CPU que vous avez utilisé pour chaque étape. Donc, paiement à l'usage. Donc, vous allez payer chacune de vos étapes que vous allez faire. Et votre étape peut durer jusqu'à 1 an. C'est pas un problème. C'est pas la durée de l'étape qui est importante, c'est chaque étape, chaque step de votre process qui est facturé. Et pour définir un workflow, il n'y a pas de code à faire, il y a juste une définition. Vous définissez les étapes qui s'enchaînent, les calls que vous faites, les paramètres que vous passez à chacun de vos calls API. Et puis ensuite, c'est Cloud Workflow qui va créer, qui va lire ce YAML ou ce JSON et qui va comprendre ce que vous voulez faire. Et c'est lui qui va générer une machine à état qui représente votre souhait, votre description du workflow. Alors que sur Cloud Workflow, quelles sont les features principales? Alors il y en a beaucoup, j'ai essayé de les synthétiser. La première, c'est que vous allez pouvoir faire des boucles, et donc répéter plusieurs actions, et faire des conditions dans ces boucles. Et typiquement, avoir des étapes de décision. Est-ce que je fais ça maintenant en fonction des arguments que j'ai récupérés? Typiquement, une boucle de décision. Je lance un job sur BigQuery, une requête sur BigQuery. J'ai un job ID. Et vous faites une boucle en disant est-ce que le job ID est dans un statut done, donc est-ce que ma requête est terminée ou pas. Donc vous faites un test. Si c'est OK, si c'est pas dans un statut done, vous allez faire un sleep, vous allez vous endormir pendant une seconde et refaire un test et faire une boucle comme ça. Et quand c'est OK, vous allez passer à cette étape ensuite. Comme ça, vous avez des boucles et des étapes de décision que vous pouvez faire. Vous avez aussi des gestions d'erreurs qui sont assez avancées et notamment qui se basent sur les codes HTTP que vous allez recevoir. Et vous mettez des étapes conditionnelles en fonction, vous gérez les erreurs en fonction de ces codes d'erreurs. Un exemple qui est tout bête, un code 429 qui souvent est renvoyé quand un quota est excédé. Vous allez dire, OK, je fais une requête vers un quota excédé, je reprends un 429, je vais m'endormir pendant 2 secondes et refaire un test, peut-être que le quota sera mes revenus, donc je peux faire ça parce que c'est une erreur qui est transitoire. Vous faites un test, vous récupérez une 404, OK, la ressource n'est pas là. Bon, vous n'allez pas retester mais 2 secondes après, de toute façon, la ressource n'est pas là. 2 secondes après, c'est possible que la ressource ne soit toujours pas là. Donc, vous allez faire plutôt une erreur et sortir du workflow plutôt que de continuer à attendre et à faire une boucle. Pour appeler des produits Google Cloud, vous avez besoin d'être authentifié quand vous faites des appels API. Et donc, cette authentification est gérée de manière automatique et vous n'avez pas besoin de vous soucier de générer un access token, de l'ajouter dans le header et de faire un call qui va bien. Ça, c'est géré de manière automatique et transparente pour la sécurité dans Google Cloud. Forcément, si vous avez besoin d'ajouter un header de sécurité pour appeler une API externe, je ne sais pas, un GitHub par exemple,
Là, par contre, vous êtes obligé de faire vous-même votre sécurité. Vous avez aussi des connecteurs. Alors, les connecteurs, pourquoi c'est intéressant? Tout à l'heure, dans les loops, je vous ai parlé de BigQuery, le fait d'avoir un job ID et de faire une itération sur le job ID, attendre que le job soit done. Donc ça, c'est ce qu'on faisait au début. Mais maintenant que Google a créé des connecteurs, on va simplement dire, j'utilise un connecteur BigQuery, je lance une requête et je veux que le retour à mon workflow soit fait quand la requête est finie. Donc en fait, vous n'allez pas vous embêter à faire cette itération. Tout ça, c'est fait dans le connecteur de Google Cloud. Et donc en fait, vous allez simplement attendre le retour de ce connecteur avant de continuer et de passer à l'étape suivante. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour Dataflow. Dataflow, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, voire des heures en fonction. Avec Workflow, en tout cas avec un connecteur, vous dites lance-moi le Dataflow et tu me envoies un message, tu me fais un callback quand le Dataflow est fini et vous n'avez pas à faire des boucles en permanence. Vous pouvez passer des variables. Donc au début de votre workflow, vous pouvez passer des variables pour configurer l'exécution de votre workflow. Mais aussi, entre chacune des étapes, vous pouvez récupérer le résultat de l'étape précédente. Par exemple, un appel API que vous faites, vous récupérez des données. Vous prenez ces données et vous les passez à l'étape qui est ensuite, en récupérant que certaines parties de votre JSON ou pas. Et ensuite, vous le passez à l'étape suivante, etc. Et c'est comme ça que vous avez quelque chose de dynamique et qui se construit en fonction de chacune des étapes de votre workflow. Et enfin, bon, ça, je l'ai déjà dit, comme c'est des appels API, des API Google Cloud ou des API externes, pourquoi pas, typiquement, on a fait ça avec Veolia, c'est pour notre projet. On avait besoin de récupérer la météo, puisque quand on traite aussi les eaux usées, on a des fois des eaux fluviales ou pluviales qui sont dans les réseaux d'eau usée. Donc, c'est important de connaître la météo pour savoir quelle est la quantité d'eau que l'on va avoir quand on traitera les eaux pour anticiper des choses. Donc, on peut faire des appels externes, récupérer la météo et ensuite populer d'autres choses et renseigner d'autres choses. Si on regarde à quoi ça ressemble graphiquement, donc il y a une UI qui est faite sur Google Cloud et vous avez deux parties. Une partie édition, là c'est du YAML, et vous avez de l'autocomplétion en ligne pour vous faciliter la vie, pour justement faire ce que vous faire le workflow que vous voulez. Et sur la droite, vous avez un interpréteur qui va lire votre YAML et directement dans le navigateur va vous construire votre graphe et les successions d'étapes que vous avez, les étapes de traitement avec des calls, les switches, donc les étapes conditionnelles que vous avez pour faire pour faire des branches. Et comme ça, graphiquement, vous voyez ce qui se passe. Ce graphique, il est important parce que dès que vous avez besoin de faire une addition, enfin d'ajouter une étape, vous voyez à quel endroit vous voulez ajouter cette étape et vous pouvez directement vérifier que vous voulez bien ajouter au bon endroit, que ça fait bien ce que vous voulez. Après, peut-être que l'appel API ne sera pas le bon, mais en tout cas, l'étape a bien été ajoutée au bon endroit dans le workflow global, dans le process global, c'est ajouté au bon endroit. Donc, si on revient sur notre use case, on va avoir donc toujours le même use case que l'on a, donc un fichier qui arrive sur le storage, et on va lancer cette fois-ci notre workflow avec cette nouvelle ordre, un ordre nouveau et pas le bordel comme c'était avant. Donc, première étape, il y a un événement qui arrive, et aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser une CLED function pour déclencher workflow. Mais en alpha, donc là c'est arrivé il y a quelques semaines en alpha, donc ça devrait peut-être arriver en début d'année prochaine, peut-être avant, mais en tout cas je ne sais pas, j'ai pas le planning en tête. On pourra directement déclencher un workflow sur un événement qui arrive avec la storage grâce à EventArc. Donc voilà, donc là la CLED function, elle va disparaître, mais pour l'instant, en preview, en tout cas publiquement, on est obligé de l'utiliser. Et donc, ce workflow, une fois qu'il est déclenché, qu'est-ce qu'il fait? Étape 1, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lancer un dataflow qui va traiter notre fichier et qui va mettre les données dans BigQuery. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est l'étape 1. Et comme j'ai dit, on utilise un connecteur pour faire ça. Et donc, quand le dataflow est terminé, on a un callback qui revient et qui dit « Ah, étape 2 à faire. Je vais faire une requête dans BigQuery et je vais extraire les données, je vais exporter les données dans Cloud Storage. » Quand cette étape elle est faite, eh bien, Workflow va dire à Cloud SQL, et c'est bon,
l'export de BigQuery vers Cloud Storage a été fait. Maintenant, tu peux aller prendre le fichier qui est dans Cloud Storage et le charger dans Cloud SQL. Là, on retrouve bien notre étape 2, qui était de dire je prends les données brutes et je les mets dans Cloud SQL. Et l'étape 3, qu'est-ce que c'est? L'étape 3, c'était de se dire on va faire une requête dans BigQuery pour des agrégations et on va mettre les données dans Cloud SQL. En fait, c'est exactement comme l'étape 2, sauf que on va avoir des choses différentes. La requête ne sera pas la même. Le bucket dans lequel on va exporter dans Cloud Storage ne sera pas le même. Et la table dans laquelle on va importer dans Cloud SQL, ce ne sera pas le même. Et une des features qui existe avec Workflow qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les sub-workflows. Si vous voulez, en code, c'est des fonctions. Donc en fait, vous avez simplement des paramètres différents dans votre sub-workflow. Le process est le même, mais juste les paramètres changent et donc l'action sera différente. Vraiment comme une fonction dans du code. Et donc en fait, l'étape numéro 3, c'est quoi? C'est de dire, ben, j'appelle la même chose que l'étape numéro 2, mais je mets des paramètres différents. Et donc finalement, je réalise exactement la même chose avec ce sub-workflow pour l'étape 3. Et ensuite, étape 4, toujours la même. Les données sont prêtes à être servies sur un site web. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cet nouvel ordre et grâce à Workflow, qui est vraiment le chef d'orchestre qui organise et cadence chacune des étapes les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Cloud Workflow et en quoi ça vous aide dans votre travail au quotidien? C'est surtout d'avoir un seul point central pour faire l'exécution de votre workflow. Vous n'avez pas plein de petites briques un peu partout. Vous avez un point central, une exécution, une instance de votre workflow qui se lance et vous savez à quelle étape vous en êtes, notamment dans les logs. Vous pouvez voir l'avancement dans les logs de chacune des étapes qui sont faites. Et ça, c'est une fonction qui est arrivée très récemment, de loguer chacune des étapes. Et donc, vous voyez chacune des étapes qui passent et donc vous savez à tout moment où vous en êtes dans chacune de vos exécutions. Vous pouvez très bien imaginer, vous avez deux fichiers qui arrivent en même temps sur Cloud Storage. Vous avez deux exécutions qui sont créées et chacune vit sa vie de manière indépendante. Il n'y a pas de recoupement ou d'overlap au niveau de ces traitements. Vous avez un graphe qui s'affiche, notamment sur l'éditeur en ligne, où vous avez cette business logique qui est affichée. Donc n'importe qui prend le code et qui essaye de le lire, dans Workflow, vous avez directement ce graphe qui s'affiche. C'est pas la peine de le documenter vous de votre côté, vu que Workflow le fait pour vous. Vous avez le graphe qui est dans Workflow, vous faites une capture d'écran, vous le récupérez, vous le mettez dans votre documentation. Même pas besoin de vous embêter à avoir un schéma à côté et puis votre code à côté. Les deux sont en même temps. C'est ça qui est assez pratique. Et surtout, n'importe quel nouvel arrivant va pouvoir le comprendre. Et comme c'est plus simple à comprendre, c'est aussi plus simple à débugger, plus simple à améliorer, à étendre, à enrichir, puisqu'on sait ce qu'on fait, à quel endroit, comment, et quand ça bug, eh bien, on voit vraiment à quelle étape ça a bugué, on peut la débugger de manière plus simple. D'ailleurs, les outils de debug étaient manquants au démarrage, donc c'est pour ça qu'il y a des programmes alpha dans lesquels je fais partie. Des développeurs font des feedbacks aux équipes produits et les outils de debug sont en train d'être mis en place. Et donc là, on est en train de voir ce que préparent les équipes. Et donc là aussi, pareil, je pense que l'année prochaine, premier semestre peut-être, mais j'espère en tout cas, on aura des outils de debug plus avancés que ce qui existe aujourd'hui, qui est plutôt archaïque et fait à la mano. Surtout, le point le plus important que moi j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître tout Google Cloud et toutes les astuces pour arriver à récupérer des événements, lancer des événements et puis tout ça pour arriver à faire quelque chose. Il n'y a pas de composants additionnels, il n'y a pas de sync à faire avec cloud logging, il n'y a pas de PubSub à avoir, il n'y a pas de cloud function à avoir. C'est vous savez Workflow et Workflow vraiment on va appeler directement les produits qui sont nécessaires. C'est lui qui fait la glue entre les produits. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres choses qui sont là en plus. Et enfin, c'est un produit qui est serverless. Alors moi, j'aime le serverless parce que j'aime pas m'embêter avec les machines, parce que j'aime pas les machines. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et surtout, il y a un free tier. Je crois qu'il y a 2 millions d'invocations par mois qui sont gratuites. Donc 2 millions. Bon, je pense que vous avez de quoi vous amuser au début, avant d'arriver à 2 millions. Et avant de payer un tout petit peu, parce que je crois qu'après, c'est quelques centimes, les 10 000 ou les trucs comme ça. Donc c'est vraiment très très peu après à payer. Donc voilà. Donc vous pouvez vous amuser au début sans problème, sans avoir peur que ça vous coûte trop cher.
Voilà pour moi. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez compris que Workflow est plus simple pour vous lorsque vous avez un process, lorsque vous pouvez écrire un business process avec des cases. Workflow, vous pouvez l'utiliser dans ce cas-là. Le produit s'améliore et demande qu'à s'améliorer, notamment avec vos feedbacks, donc n'hésitez pas à en faire. En tout cas, si vous avez des questions, donc je vais regarder le chat juste après. Si vous en avez, je serais heureux de vous répondre. Si elles viennent plus tard, bah, c'est pas grave, vous pouvez me contacter sur Twitter, LinkedIn ou où vous voulez. J'ai écrit des articles sur Medium, notamment par rapport à Workflow, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque et qui est en train d'être amélioré aussi. C'est la possibilité d'exécuter des workflows en parallèle. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. J'ai un workaround que j'explique dans un article Medium, mais c'est pas encore optimal. L'équipe aussi travaille dessus, l'équipe produit travaille dessus, donc j'espère que ça va changer mais rapidement. Et forcément, j'ai un peu de code qui traîne sur GitHub, notamment par rapport à ce workaround sur Workflow que je présente. Donc je vais regarder si vous avez, donc je m'en ai mis quelques questions dans le chat. Et il faut que déjà que je trouve le chat. J'ai trouvé le chat. Hop. Merci Guillaume. Merci Noé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, je serais heureux de vous répondre maintenant ou plus tard.